C'est le blackout total. La machine se remet en place. Est-ce qu'on pense qu'il est parti à ce moment-là? On pense qu'il est parti au Venezuela. Donc là, on voit vraiment tout le monde s'en dans tous les sens. Finalement, il réapparaît. Tout le monde se tourne autour de lui. En pleine nuit, son fils et successeur présumé, Saïf al-Islam, se rend dans les studios de la télévision d'État. Celui qui incarnait la face modérée du régime montre un tout autre visage aux Libyens et au monde. القائد معمر قذافي هنا يقود المعركة في طرابلس ستسيل دماء أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا وأنتم ستهاجروا من ليبيا لأنكم هذه بلاد البترول سيتوقف ومش هيتم الشركات الأجنبية بكرة ستغادر ليبيا والأجانب هيغادروا ليبيا. Les menaces du fils de Kadhafi ne s'adressent pas qu'aux insurgés. À 1000 km de là, à Benghazi, la révolution qui mêle caciques du régime et soulèvement populaire, au cœur d'une région où les islamistes sont traditionnellement puissants, a en effet de quoi dérouter les observateurs. Ancien protégé de Saïf al-Islam au sein du gouvernement, chargé des réformes économiques, Mahmoud Jibril est devenu le chef politique des rebelles. Ce discours s'adressait avant tout aux Occidentaux, pour les effrayer, leur faire comprendre que s'ils ne soutenaient pas le régime, alors il y aurait une sorte de guerre civile en Libye, une partition du pays, le pétrole en fumée, un flot d'immigration illégale vers l'Europe. Voilà. Le message était tellement limpide. Voilà. Et le flot immigratoire en Europe, c'est ce que l'Europe est en train de connaître aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est eux qui sont allés provoquer où ce qu'il ne fallait pas. Kadhafi. Mais Kadhafi, quand il était là, est-ce que les migrants venaient en Europe? Non. Ils s'arrêtaient en Libye, ils avaient du travail. Parce que Kadhafi, il contrôlait. Et après, ces Africains repartaient chez eux. Avec l'argent qu'ils se sont fait en Libye. Mais qui ont provoqué tout ça? Les francs-maçons, les Illuminati. Parce qu'ils voulaient du pétrole. Ils voulaient le pétrole et le gaz de la Libye. Mais pas en le payant, en faisant la guerre. Mais c'est comme la guerre de 1997, le coup d'État de Jacques Chirac. On enlève Pascal Lissouba pour remplacer un dictateur, Sassou. Mais Sassou qui donne tout à la France. Il donne tout à la France. Il donne même les vies des Congolais à la France. Il donne tout à la France. Il donne même les organes des Congolais assassinés à la France. Voilà, c'est Sassou, le seigneur de la mort. Et il a eu les galons 8%. Le corbeau noir, bien-aimé de la France. La vérité doit être dite. Oui. Et elle sera toujours dite. Là, nous avons vu Kadhafi. Nous allons partir maintenant en Centrafrique. Parce qu'en Centrafrique, la France a fait un coup d'État. Ils ont donné des armes à Michel Djokodia de renverser Bozizé. Toujours la France. Toujours. Et ils ont oublié que Bozizé était un franc-maçon. Voilà. Excusez-moi un instant.
journalier. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis le rejet de sa candidature à la présidentielle qui avait provoqué des turbulences à Bangui ce mardi. François Bozizé, l'ancien président centrafricain chassé du pouvoir en 2013, dénonce la mainmise d'une puissance extérieure depuis son exil en Ouganda. Écoutez. Mon pays va mal. Le sang a trop coulé. Il est temps de se retrouver pour discuter ensemble et remettre les bases nécessaires pour que le pays évolue tranquillement. Malheureusement, la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, je sais que c'est une décision prise sous l'effet de pression extérieure, mais cette décision ne permettra pas d'assurer la démocratie, d'assurer la liberté, d'assurer la paix dans mon pays. C'est la raison pour laquelle le combat se poursuivra avec le peuple centrafricain pour la paix et la démocratie véritable. Ce sont ces quelques mots que j'ai à dire. Voilà l'ancien président centrafricain, Bozizé. Ça, c'est du pouvoir. Hein? Et qui est derrière? La France. Difficile de dire encore ce matin où en est la Centrafrique. D'un côté, un président élu, François Bozizé, que l'on dit en fuite. De l'autre, un rebelle, le chef de la Séléka, Michel Djotodia, autoproclamé président, alors que ses hommes patrouillent et contrôlent Bangui. Michel Djotodia devrait en dévoiler plus sur ses intentions dans la journée. Seule certitude, il dit vouloir respecter les accords de paix signés en janvier dernier à Libreville et conserver une partie de l'équipe au pouvoir. Pas de chasse aux sorcières, affirme-t-il. Nous resterons toujours dans l'esprit de Libreville. Avec Nicolas Tchongaï comme Premier ministre? Tout à fait. La priorité sera de restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays. Depuis le coup de force de ce week-end, la capitale est en prise au pillage. Des tirs sporadiques résonnaient encore ce matin. Des forces françaises ont été dépêchées sur place. Des soldats sud-africains étaient déjà présents. Ils comptent d'ailleurs plusieurs morts dans leur camp. À l'étranger, les appels au calme et au dialogue se multiplient. Mais le nouveau président autoproclamé semble vouloir s'installer au pouvoir. Je n'ai pas dit que dans 3 ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici 3 ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes, avec le concours de tout le monde.
La République démocratique du Congo voisine a confirmé avoir accueilli des membres de la famille du président déchu François Bozizé, mais pas le chef de l'État lui-même, toujours introuvable. Voilà. Donc la France spécialiste des coups d'État. La France. Coup d'État 1997. Congo-Brazzaville. Coup d'État en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011. Et c'est là on prend Laurent Gbagbo et on l'envoie directement à la CPI. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et maintenant, nous allons rentrer sur les vrais sujets. C'est comme ça. La France, coup d'État. Il faut créer des guerres. Il faut prendre des minéraux par la force. Il faut exécuter des êtres humains. Et après, vous avez les Africains. Coupe du monde en Russie 2018. Les Bleus, les Africains. Hein? Allez les Bleus. Allez les Bleus. Mais les Africains sont des psychopathes, des tarés. Comment on tue en Afrique? On fait des coups d'État. On massacre des vies. Et vous vous sautez, allez les Bleus. Comment en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens dorment dans des cimetières dont on a cassé leur maison par Alassane Ouattara? C'est aberrant. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment aberrant. Nous allons écouter. Comment ils font pour faire tout ce qui est leur mascarade chez nous en Afrique? Oui, nous allons voir. Mais c'est quand même terrible. Hein? Ils se disent qu'ils ont le droit dans tout. Mais en réalité, non. En réalité, non. Nous avons affaire à une clique de bandits. Des bandits. Des bandits. Alors, est-ce que nous allons continuer à observer les bandits? Moi, je dis non. Je dis non. Je refuse. Je refuse d'être dans cette table pour observer les bandits. Ceux qui tuent, ceux qui exterminent le peuple du monde. Parce que c'est quand même touchant. Quand nous regardons aujourd'hui, comment partout en Afrique ça va mal. Mais pourquoi? Parce que les Africains, nous, peuple africain, nous avons donné l'opportunité à des gens sans valeur de jouer avec nos peuples. Et voilà pourquoi nous avons le devoir de récupérer ce qui est notre dû. Oui, chaque Africain devront se lever pour récupérer ce qui est leur dû. Parce que c'est quand même énervant de voir comment la France se moque
éperdument du peuple africain. Il y en a marre. Et il y en a marre parce que tout ce qui se passe en Afrique, c'est par rapport à la mauvaise politique française. La mort de la France-Afrique, elle doit se faire. Elle doit se faire parce que c'est cela qui est en train de pourrir l'existence de l'Afrique. Le franc CFA doit mourir. Le franc CFA doit mourir. La mort de la France-Afrique, nous avons besoin de cela. Parce que l'Afrique va mal. Notre Afrique va mal. Mais est-ce que nous allons continuer à subir les directives d'ailleurs? Non. On est fatigué. Et nous disons, nous allons tout faire pour en découdre avec le plan machiavélique de la France-Afrique. Nous allons en découdre. Ce que nous sommes en train de faire, nous les résistants, les vrais, ainsi que les combattants vrais. Mais nous allons arriver à notre objectif. Mais nous ne travaillons pas pour des fumis. Nous ne travaillons pas pour les Maba Matatu. Moi, le Thié africain, je ne travaille pas pour les Maba Matatu. Non, je ne travaille pas pour les Nibolèques. Ceux qui rêvent du pouvoir. Ceux qui veulent venir faire la vengeance des vengeances. Voilà. Et la vérité doit être dite. Et je continuerai à dire la vérité. Nous allons un peu suivre ceci. C'est très important. Évidemment, Bachir, il n'y a pas de fin de la France-Afrique sans la fin du France-Afrique. Mais il faut d'abord faire, M. Bachir, le point sur le débat sur le France-Afrique. Il faut faire le point, parce que maintenant, Ce matin, déjà, de nouveaux dieux sont autour de nulle part. et juste the thing Ils there, parlent de the France. rubbish. Alors qu'il y a 10 ans, personne n'osait, en dehors du grand professeur Amour, que je salue, et à qui je rends hommage, qui a mené ce combat de façon solitaire. Non, Tunjan, lui, il était décédé. Tunjan a écrit un livre, la fin du temps, etc. Mais Tunjan n'a pas fait de ça une bataille de sa vie comme Amour. C'est la vérité. Tunjan a théorisé. Et pour ça, Amour, c'est sa vie. Toute sa vie, il a consacré ce combat. Pendant longtemps, il était seul. Afrique Média a venu prendre son charge et a mondialisé le combat. C'est le français. Peut-être Batéki qui est assis là vous a dit ce qu'il a subi, non? Pour avoir osé seulement mentionner la zone franc dans sa thèse, on lui a dit, va recommencer. Parce qui est assis. Pour vous dire le niveau de répression violente qu'il y avait sur la pression. La chape de plomb qui pesait sur les intelligences concernant la question de France. Donc aujourd'hui, le terrain a été déminé par les fous d'Afrique Média. Et alors maintenant, des grands docteurs en doctorat sont tous les champs. Non, il y en a qui disent que vraiment, oui, c'est vrai, mais vous êtes trop violent dans le langage. C'est un peu populiste. Il faut chercher il faut construire les alternatives. Mais maintenant, parlons de leur proposition. Donc, le débat, il arrive à ce niveau, mon cher Bachir. Donc, la France, devant la puissance de la contestation, veut le prendre l'offensive. Parce que depuis la France, c'est un retard. Nous l'avons mise sur la défensive. La France court derrière avec les médias sur la question de France. Comment l'embêter, ça reprend la tendance quand même. C'est ce que le Michel a payé les contre-feux. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Bachir. Donc quand c'est comme ça, il faut rappeler ça. Donc mettre d'abord le point sur le dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat, c'était pour le savoir si le France c'est pas un mauvais ou pas. Nous avons obligé la France à reconnaître que c'est mauvais. Quand son petit ministre de l'économie, le petit qui vient s'agiter là, sur le ministre africain, et bien, le petit, il a fait qui Bruno Le Maire. Alors, il fait son, il vient faire son cinéma, il va comme un petit apprenti, il dit que vraiment, lui, la France est ouverte à toutes les évolutions. Hein? Et il est clair, il va même plus loin, il considère les choses ici. Oui, Gérard Bachir, comme par hasard. Il dit,
document de retour. Oui, il est député président. Il dit, nous sommes libres de changer le nom, de voir la géographie, l'agissement, les systèmes de dépôt des avoirs. C'est le ministre français des Finances, à l'heure actuelle, qui parle de ça. Il y a 10 ans, c'était possible d'avoir un tel demande. De parler à un ministre français des Finances, vous sortez du point en parler. Le président, un ministre, vous parlez de ça, un ministre français, on les a obligés. De reconnaître que bon, il faut évoluer. Ce qui est bon n'évolue pas fondamentalement. Ce qui est bon, on le conseille. Quand on dit qu'il faut faire évoluer une situation, c'est qu'on reconnaît à minima que ces mots, c'est bon. C'est nous qui l'avons imposé. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. En faisant du bruit, en parlant violemment. Nous ne sommes pas soft, comme les savants docteurs en doctorat. Ils sont tellement soft qu'avant, ils ne parlaient pas du franc CFA. Maintenant qu'on a parlé de ça, ils sont plus grands. Parlez, mais soyez élégants, soyez soft. Donc, M. Bachir, il faut donc rapidement faire le tour des propositions qui sont sur la table. Avant de répondre à votre question. D'abord, il faut répéter les fondamentaux de notre argument, qui jusqu'aujourd'hui n'a été attaqué par personne. Bon, parler mal dans tous les médias sur notre plateau, en évitant de faire un débat contradictoire. Nous, on dit de venir ici. Invitez-nous sur vos plateaux, on vient. Et amenez vos docteurs en doctorat pour qu'on débatte avec eux. J'y allais lui affronter quelques-uns sur les plateaux locaux, Mouton Ambassadeur. Je les ai mis à leur place. Donc, ce n'est pas une affaire de venir pour le cinéma. Rappelons nos arguments. 1. On nous dit que la France, la bonne France est une garantie de stabilité. La stabilité n'est pas un objectif économique. C'est les Africains. C'est un moyen. Il y a des moments où dans une économie, on peut instabiliser l'économie. Quand on aime mettre sur l'économie, on peut l'instabiliser. À un moment donné, on la stabilise. En fonction des objectifs qu'on vise et en fonction de la conjoncture favorable ou défavorable à l'État. Alors, parlons donc de cette affaire. Alors, ok, la France est une garantie de stabilité avec les résultats. Une pauvreté qui était garantie depuis 50 ans. La pauvreté qui est devenue une misère. C'est-à-dire que c'est la pauvreté. Les populations du pays carré français sont déclassées. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les classer. Il n'y a pas d'indicateur qui puisse prendre en charge la qualification de l'état social des populations africaines aujourd'hui. Parce qu'avant qu'on disait que tu es pauvre, on pouvait te quantifier. On pouvait te qualifier et dire que bon, ta pauvreté équivaut à ceci. Mais le niveau de déclassement des populations africaines est tel qu'on peut pas les classer. Alors, tous les indicateurs de progrès des pays qui ne sont pas dans la bonne voie sont supérieurs à ceux des pays de la République. Donc, de quelle stabilité nous parlons? La stabilité de l'esclave, c'est ce qu'on nous parle. Donc, la France stabilise la pauvreté, la misère, le déclassement. On reste inchangé, c'est ça? Non, vos mots sont polis. Non, ne faites pas vos mots. Je n'aime pas les mots gentils. Moi, j'aime mon langage. Donc, ça stabilise la pauvreté, la misère, la honte, l'indignité. C'est-à-dire, ce qu'aucune population au monde ne peut accepter. Ce qu'aucun homme digne de son nom ne peut accepter. À savoir, je travaille mon argent, je me dis que je suis mature pour gérer ça, quelqu'un d'autre j'aime pas mon argent. C'est pire que l'esclavage. Donc, la garantie dont on nous parle. Nous avons demandé que la France garantit aucune monnaie en Afrique. Monsieur Bachir, même dans les transactions bancaires, il y a un développement de la communication. Quand vous avez une garantie dans une banque, elle est visible. Vous avez une garantie que personne ne voit. Quelle est la garantie que la France apporte aux pays africains? Dites-moi, c'est quoi? C'est des garanties, c'est quoi? Qui a déjà vu la garantie là avec vous? Ce sont les devises que nous mettons en réserve contre l'opération que la France appelle la garantie. C'est la garantie française. Nous attendons que les docteurs, les produits de l'Union du Banque, ils viennent. Et bien, quand nous invitent sur les plateaux, moi je veux venir parler avec eux. Moi je ne vais pas participer à diriger l'économie, mais qui viennent en parler. Ça me démontre, voilà la garantie que la France apporte aux Français. C'est où? C'est où? N'hésitez pas. Donc la France garantit avec sa bouche. Elle doit être un Nicolas que je garantis. Voilà la garantie. Ce n'est pas de l'économie, c'est du vaudou.
C'est du vaudou. Dans le bon sens. Non, je dis que c'est du vaudou. Je ne dis pas. Donc, M. Bachir, de quoi est-ce qu'on nous parle? Donc, nous avons démontré, si c'est appris déjà, que le débat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si c'est du ou pas. Ce n'est pas le débat. Ceux qui sont en retard, assument leur retard. Nous, on a l'air. Le débat de savoir comment est-ce qu'un pays qu'on appelle la France a pu concevoir une telle monstruosité. Le vrai débat éthique, et l'éthique c'est l'économie. L'économie est aussi éthique, vous ne savez pas, je peux vous démontrer ça ici, mais ce n'est pas le débat du jour. Monsieur Bachir, le vrai débat est de savoir comment est-ce qu'un pays comme la France a pu concevoir une telle monstruosité. Voilà un pays qui, parmi d'autres pays occidentaux, prétend être un pays civilisé. Parce qu'ils auraient entre autres affronté et défait le monde. Un des titres de gloire de la France et de tous les pays occidentaux, c'était que nous avons défait le nazisme. C'était l'horreur sur la terre. L'horreur. Donc tous les pays occidentaux se bandent parce qu'ils disent que nous on a combattu contre Hitler. Hitler est le mal incarné. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a le concept d'antisémitisme. C'est-à-dire que si vous traitez les juifs, entre guillemets, un peu comme Hitler l'a fait, on vous traite d'antisémite. Et ça arrive même très loin parce que l'espoir des gens juifs d'aujourd'hui juge comme votre pensée. Vous avez une pensée, vous avez une intention. Maintenant, il y a les intentions antisémites. Intention antisémite. On juge ça. On dit que toi tu es antisémite. Seulement le mal avait été incarné par la personne d'Hitler. Et monsieur Bachir, vous savez d'où vient le France, le système là. Et c'était le même système que Hitler avait imposé à la France. Non, moi je parle de la France. Merci docteur. C'est le même système nazi là que Hitler avait imposé à la France. Comment donc peut-on combattre Hitler? Dit qu'on est contre le nazi, Bachir, et reprendre à son propre compte les méthodes de Hitler, à savoir reproduire sur le continent africain les méthodes de Hitler. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est un pays nazi. Les dirigeants français sont des nazis. Monsieur Macron, c'est un petit nazi. Tous les ministères français sont des nazis. Et vous savez, on ne négocie pas avec les nazis. On les écrase. C'est ce qu'ils vont faire avec Hitler. Si donc j'avais Hitler, avec toi, on ne négocie pas. C'est la défaite ou rien. Pourquoi il demande de nous de négocier avec un politique nazi? Il faut tenir compte du rapport de force aussi. Quel rapport de force? Aujourd'hui, quel rapport de force? La plupart de vos économies sont entre les mains de cette nation. Non, c'est pas vrai. On vous fait croire ça, on vous le fait dire et le confesser pour les autres. Et quand vous le faites, c'est vrai pour vous. Il faut donc changer. C'est tout ça. Si toutes ces choses n'ont pas changé, le petit ministre français des affaires de l'économie, il n'a pas dit ce qu'il est en train de dire. On est ouvert, on peut évoluer. Avant, c'était que tu parles de ça, on te tue. Le lendemain, tu ne peux plus dans ton palais. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous me comprenez bien? Donc, pour poser la question, des pays qui ont lutté contre le nazisme et qui reproduisent un peu de Hitler sont des nazis. Et ne doivent pas s'asseoir sur la table de la civilisation avec les autres pays. Donc aujourd'hui, je recevais un ministre français des Finances dans le nom des pays africains, le ministre de la Zone, etc. Donc le président dit que nos dirigeants ne sont pas ensemble en train de parce que personne ne veut le recevoir. C'est un nazi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ok, ça doit évoluer. Eh bien, on nous sort quelqu'un. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du FMI, a trouvé la formule magique. C'est quoi cette formule? Il faut nous mettre tutelle internationale. C'est-à-dire qu'il faut plutôt changer les représentants de la France au conseil d'administration des banques centrales et puis mettre des administrateurs indépendants, internationaux indépendants. Ça veut dire que le franc CFA devient sous le contrôle de la communauté internationale. Mais vous avez tout compris, vous êtes un génie. Donc, le génie de Strauss-Kahn, docteur en économie, est venu nous dire qu'il faut remplacer la tutelle directe de la France en des administrateurs internationaux indépendants. Donc, lui-même, lui n'est pas français. Vous voulez qu'on parle de la morale de ça ira, c'est pas le débat. Ça va, c'est pas le débat. Donc, voilà les gens comme ça qui viennent nous dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, vraiment. D'ailleurs, la détention des réserves africaines par la France ne représente pas un avantage que certains imaginent. Écoutez-le, il va plus loin, il dit Paris en effet assume seul un risque financier non rémunéré
pour lequel l'opinion africaine ne lui accorde guère de crédit. Et dont le bénéfice commercial est partagé avec toute la zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ça. D'abord, le franc CFA bénéficie à toute la zone euro. C'est pas la France. C'est pas la France. Mais il y a plus grave dedans. La France est seulement le fardeau de la civile, le fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire que les Africains sont seulement médiocres et nuls. Et seulement sauvage tellement, c'est un fardeau tellement lui apporté par la France que la France nous aime tellement est porté un fardeau qui ne lui apporte rien. Oh, la France est remplie d'un instinct de la puissance de la France est tellement universelle que la France nous sauve ma vie. Même Jésus de Nazareth n'a sauvé personne ma vie. On dit quand même que non, tu veux qu'on te sauve, tu dis oui. Mais on dit je vais te sauver. Mais la France veut nous sauver sans notre avis. Dominique Strauss-Kahn dit que la France n'a aucun avantage. Donc il ne connaît pas l'expérience du Francfort. Comment est-ce que le Francfort, comment la France a pu faire la petite de Francfort sur M. Bérégourac à l'époque, pour essayer de concurrencer le dollar fort à l'époque. C'était la base de quoi? Si ce n'était pas les réserves de pays d'Afrique. Je pense qu'on a fait ça. Monsieur Strauss-Kahn, et voilà les gens qui nous apportent l'utilisation du temps. Il n'est pas le seul, il y a des Africains. Il y a des Africains. Donc, un de tes amis, dont tu m'as dit de faire le nom, M. Bastille, pourquoi je ne parlerai pas? Ça alors. Alors, mais vas-y, je ne parlerai pas. Alors, ils disent, ok, bon, voilà. Voilà l'appropriation de la rue de cette question a favorisé la montée d'une vision populiste, parfois faussée. Vision populiste, c'est tout. Vous, hein? Voilà, parfois faussée. Et oblige donc les deux camps à converger vers une proposition d'uniforme. L'évolution du système gouvernemental il s'appelle M. Carlos Lopez. Pour moi, nous avons pris quelqu'un de sérieux, ancien secrétaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui avait dit non, le France n'est pas inacceptable. Nous, on l'a porté ici, on a dit que voilà ce qu'on peut nous besoin. Voilà ce qu'on a. Donc, oui, c'est mauvais. Mais à l'Europe, il revient à l'Europe l'initiative de la réforme. C'est à l'Europe de penser la réforme. Parce que même Carlos Lopez, même qu'il a un président, il essaie dans le pays, on n'a rien à dire. Strauss-Kahn, ce petit monsieur Strauss-Kahn, moi je n'ai pas l'impliqué. Ce petit monsieur appelle Strauss-Kahn. Il ne peut parler nulle part dans ce monde. Nulle part. Monsieur nous dit d'embrasser, c'est ça, l'évolution de monsieur Strauss-Kahn. Donc pour dire quoi là-dessus, il n'y a pas de France-Afrique sans France-Afrique. Il n'y a pas la fin de la France-Afrique sans la fin de la France-Afrique. Nous, nous sommes obligés de le dire. Nous, au niveau de l'unité, nous avons tout un peu travaillé sur une proposition originale pour sortir du contexte. En allant à fond de la loi. Nous allons le rendre public à l'issue de notre temps. Donc vous savez, je n'aime pas du tout travailler de l'unité. Mais comment Anthony, je suis en train de travailler dessus sur le temps. Et sans l'avis d'un expert. Je ne suis pas économiste. Quand ça sortira, je vais voir l'économiste qui pourra vous étudier et dire qu'il peut contredire ça. Donc nous sommes en train de travailler dessus sur les démarches. Donc je terminerai en disant ce que oui, je vais dire ici qu'il n'est pas possible. The window to justice open. Sans sortir de l'économie. Ici. Parce qu'il y a un deal, on n'a pas le temps. Il y a un deal historique entre la France et les États-Unis. Un deal entre le France et le dollar. Pour finir le dollar. J'ai démontré ici souvent que le dollar c'est une fausse monnaie. Le dollar est une fausse monnaie en partie. À plus de 50% du dollar c'est une fausse monnaie. On n'a pas le temps, je démontre ici. Et j'ai un document du Congrès américain. Congrès américain qui dit ce que c'est de lui. Je l'ai ici. On n'a pas le temps. Je l'ai là. Congrès américain. Ah oui, qui vous démontre ce que c'est de lui. Parce que vous aimez quand les blancs sont tout le monde dit, je vous le dis. Donc, il y a un deal entre deux fausses monnaies. Le franc français, c'était une fausse monnaie. Parce qu'elle était gonflée artificiellement par le réserve du franc CFA. C'est pas le pillage de l'Afrique subsaharienne. Le dollar, c'est une fausse monnaie parce qu'elle pille le monde entier. Il y a un deal entre ces pays pour que le maintien du franc CFA corresponde aux intérêts des Occidentaux dans le cadre de l'accord qui a fait du dollar la monnaie de réserve internationale. Voilà pourquoi le FMI est dirigé par un Français, la Banque mondiale par l'Américain. Qui actuellement au FMI? Vous êtes gentil, la garde. Mais ce que la caractérise, c'est que c'est une délinquance. Que la justice a dit que
tu es une délinquante, moi je t'arrête pas. Parce que... Allez-y. Madame Lagarde, ça a été... Parlez de Madame Lagarde. Je suis en train de dire, la justice française a dit qu'elle a commis un délit. Comment tu le dis? Elle a commis le délit. Et après on a dit que bon, non, on ne la condamne pas. Ça c'est clair. Ça c'est que la justice... Et elle a été envoyée au FMI. La justice, tiers de dépendance de la France a dit ça. Maintenant on le dit pour le FMI. Vous savez pourquoi? No, please. Let's go inside, please. Oh. Alors, voilà un peu une habitude de politique économique qui est neutre. Elle a déjà un parti. Donc nous terminerons en disant simplement que pour nous, panafricanistes, au niveau où nous sommes, nous n'avons pas comme ça. Nous allons voir comment le State va subir. Nous allons voir comment la France va continuer à devenir le pays d'Afrique. Nous allons voir comment nous n'allons pas marcher sur la France pour imposer le changement, la libération des pays d'Afrique. Nous allons voir que ce travail, nous le comptons sur France, sauf sur nous-mêmes. Très bien. Merci, Président Badekani. Voilà. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui avons compris le cinéma de la France-Afrique. La France-Afrique et le franc CFA, bien collés. Le franc CFA est une monnaie copier-coller hitlérienne pour dévaliser tous les minéraux sur le sol africain. Et ils payent des minéraux en dollars. Mais le dollar est une monnaie de transaction. Mais le franc CFA est une monnaie pour pouvoir payer les matières africaines à un prix très bas. Est-ce que les minéraux africains sont fixés par des pays africains? Non. C'est toujours les Occidentaux qui disent combien ils doivent payer. Exactement comme à l'époque de l'esclavagisme. L'homme blanc, grand machiavélique, grand terroriste, esclavagiste, fixait combien il devait payer un noir sur la table de la vente. Et nous avons vu en Libye les ventes des noirs. 400 $, 500 $, les prix équivalents d'un smartphone. Incroyable, mais vrai. Nous avons un sérieux problème. Mais quand je vois les Africains sauter, allez les bleus, mais je dis les Africains ont un problème. Un problème dans leur tête. Comment la France vole en Afrique? La France tue chaque jour. Et les Africains sautent, allez les bleus. Vous avez vu comment des Blancs ont fait passer l'Africain pour un singe avec la coupe. Mais c'est un grand signalement qui veut dire que l'être humain noir n'est pas considéré dans les pays de l'homme blanc. Mais pourquoi quand on dit l'homme blanc, ça vous fait mal, certains Africains? Parce que vous n'avez rien compris. Et moi, je peux dire l'homme blanc. Ils vont me faire quoi? J'ai le sang français qui coule dans mes veines. Il y a le blanc et le noir. Ils vont me dire quoi, ces mascarades de terroristes, de criminels? Rien du tout. Rien du tout. Moi, je suis un citoyen libre. J'appartiens à Dieu le Tout-Puissant. Je n'appartiens pas à une cellule des francs-maçons, ni une cellule des Illuminati. Niet. J'appartiens à Dieu le Tout-Puissant, qui a créé l'homme noir en premier. J'appartiens à Dieu le Tout-Puissant, qui a mis l'anse du Shango, des mathématiques, des tables de multiplication en Afrique. Oui. J'appartiens à celui qui a mis les écrits en Afrique. Dieu, le Tout-Puissant. Yahweh de Yahweh. Excusez-moi. J'appartiens à mes ancêtres Bantou. J'appartiens à mes ancêtres Bantou. Vive Kimpa Vita.
Vive Simon Kimbangu. Et vive Grégor André Massoua. Ces grands qui ont dit merde à l'homme blanc. Voilà.